Tour de taille 94 cm. Je me présente. L'homme dont on prend les mesures, c'est moi. Je m'appelle Dave Lights et je réalise des films documentaires pour la chaîne de télé germanophone DriedSat. Durant les 50 prochaines minutes, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé vêtu de ce beau costume, mais aussi pourquoi l'eau de ce fleuve au Ghana est si jaune, et vous dire en quoi tout cela a à voir avec le titre de ce documentaire. Commençons par ce qui m'a le plus sidéré. Je sais, j'ai l'air un peu maladroit. Mais c'est la première fois que je mets les pieds dans un endroit pareil. Et le terrain est particulièrement glissant. Me voici donc dans une mine artisanale, ou clandestine, comme on dit dans le jargon. Ma première impression, un mix entre une carrière de l'époque romaine et Mad Max. Le bruit des machines m'empêche de tenir une conversation. Ça va mieux par ici. L'équipe de nuit a terminé son travail. Celle de jour va prendre le relais. Vous travaillez aussi la nuit? Oui. Avec un éclairage électrique? Non, avec des lampes de poche. Des lampes de poche? Oui. Ça m'a l'air quand même dangereux. C'est bruyant, il y a de la fumée et ça glisse. Oui, mais contrairement à toi, on est habitué. La fumée, on ne la sent plus tellement. Pour toi, ça a l'air dangereux, mais pour nous, c'est normal. Notre visite a été annoncée. On ne verra donc aucun enfant au travail. Le reste semble tout à fait normal, du moins en apparence. Les plus audacieux extraient l'or du sol à l'aide de jets d'eau. Ceux qui ne veulent pas trop se mouiller préfèrent s'enfoncer directement sous terre. Au Ghana, on extrait de l'or dans presque toutes les régions, que ce soit dans des mines comme celle-ci ou dans de grandes exploitations industrielles. Des pratiques non sans conséquences et je compte bien en savoir plus. Mais revenons au point de départ. S'il y a bien quelqu'un qui sait pourquoi ce sujet intéresse tout particulièrement un journaliste de la télévision suisse, c'est lui, Mark Pitt. Avocat, auteur et expert en lutte contre la corruption. La Suisse joue un rôle surprenant dans le commerce de l'or. C'est un pays qui n'en extrait pratiquement pas, mais qui abrite les plus grandes raffineries d'or de la planète. Jusqu'à récemment, on y raffinait plus de 70% de l'or mondial. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 50%. Cela reste malgré tout la part la plus importante au monde. Selon l'Association suisse des métaux précieux, environ un tiers de la production mondiale d'or est traitée dans des raffineries suisses. Parmi elles figurent Metalor, Argor Heraeus, MKS Pamp et Valcambi. J'adorerais pouvoir jeter un œil derrière leurs portes, mais le secteur est réputé très discret. Le problème, c'est que derrière une grande partie de cet or se cache le travail des enfants, la déforestation et l'usage massif de mercure, sans parler du fait que de l'or sale transite constamment par la Suisse. Dans quelle mesure l'industrie de l'or est-elle réglementée en Suisse ? La réglementation sur l'or est quasi inexistante en Suisse. Le pays ne semble pas vraiment prendre ce problème au sérieux. De l'or sale dans l'un des pays les plus propres au monde. Une situation qui a même alerté les Nations Unies, qui estiment que la responsabilité vient d'en haut. En 2023, vous avez envoyé un courrier au gouvernement suisse. De quoi était-il question ?
Dans mon courrier, j'ai expliqué que j'étais très préoccupé par les lacunes de la législation suisse en matière d'importation d'or. Et qu'attendez-vous des autorités suisses? J'attends que le gouvernement renforce sa législation, qu'il fixe des normes claires pour empêcher les raffineries de contribuer à la violation des droits humains à l'étranger, comme c'est le cas actuellement. Pour y remédier, il faut mettre en place des règles de contrôle strictes pour obliger les raffineries à vérifier l'origine de l'or et les conditions de son extraction. Voilà qui a le mérite d'être clair. Mais avant de creuser la question, faisons un petit détour par le sud de la Suisse et un saut dans l'histoire. Comment ce pays a-t-il réussi à occuper une position dominante dans l'industrie mondiale de l'or? 3 des 4 plus grandes raffineries de Suisse se trouvent ici dans le Tessin. Quelles en sont les raisons historiques? Ce n'est évidemment pas un hasard si elle se trouve dans le sud du pays, près de la frontière italienne. D'une part, c'est dû au fait que la Suisse a toujours été un pays politiquement stable. Elle a toujours su se tenir à l'écart des guerres. Et d'autre part, parce que son secteur financier, en d'autres termes ses banques, était déjà très puissant et finançait le commerce de l'or. Mais il y a peut-être encore une autre raison. L'Italie a toujours joué un rôle important dans le domaine de la joaillerie. L'Italie a longtemps été le plus grand producteur de bijoux au monde et donc un client idéal pour l'or venu de Suisse. Mais cette histoire comporte un chapitre peu glorieux. Et les banques y sont aussi pour quelque chose. 4 des 7 raffineries d'or au monde se trouvent ici en Suisse. Quelles en sont les raisons historiques? Cette histoire n'a rien de très reluisant. Cela remonte à l'époque où les nazis ont fait appel à la Suisse, dite neutre, pour faire fondre de l'or qu'ils avaient dérobé aux banques centrales, mais aussi à des familles juives. Dans les cas les plus extrêmes, il s'agissait même d'or dentaire prélevé sur des victimes assassinées. Cet or était fondu ici, puis estampillé or suisse, une fois que le pays l'avait acheté avec des francs suisses. Ce sujet avait déjà été traité à l'écran autrefois. Le Reichsmark allemand n'était accepté nulle part en dehors de l'Allemagne. Pour acheter des armes et des matières premières, les nazis avaient besoin d'une monnaie forte et de banquiers peu scrupuleux, rompus aux affaires internationales. En Suisse, ils ont trouvé les deux. La même chose s'est produite pendant l'apartheid en Afrique du Sud, lorsque la Suisse a contribué au contournement des sanctions de l'ONU. À l'époque de l'apartheid, l'Afrique du Sud était le plus grand producteur d'or au monde et l'or permettait de financer son régime controversé. Et la Suisse en a largement tiré profit. Chacune des 4 grandes banques de l'époque voulait sa propre raffinerie. C'est à cette époque que les 4 raffineries suisses encore en activité aujourd'hui ont été créées. Elles appartenaient aux 4 grandes banques qui ont aidé l'Afrique du Sud à éviter la faillite. Difficile d'opprimer un peuple sans avoir recours à la violence. Ils n'obtiendront pas gain de cause. S'il le faut, nous prendrons des mesures plus strictes, mais ils n'obtiendront pas gain de cause. La poigne de fer du président sud-africain ne reste pas sans conséquences. De nombreux États à travers le monde imposent des sanctions économiques au pays. Mais la Suisse refuse de s'y associer. À l'époque, plus de 50% de la production d'or sud-africaine y est livrée. En Suisse, de plus en plus de voix réclament des sanctions. Mais le Parlement reste sourd à ces appels. Je refuse tout traitement spécial, uniquement parce que l'Afrique du Sud est la cible de pression internationale. Maintenant, c'est l'or russe qui est sanctionné. La Suisse se retrouve-t-elle dans la même position qu'à l'époque? On est face à une situation assez similaire. Je pense que l'or russe continue aujourd'hui d'être acheminé en Suisse, sans doute par des voies détournées.
Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les importations d'or en provenance d'Ouzbékistan et du Kazakhstan ont fortement augmenté en Suisse de manière très suspecte. À l'automne 2024, la question est débattue au Parlement suisse. Et ce n'est pas la première fois que l'or russe est mentionné. Motion Belesch, reprise par Madame Gredig. Il faut mettre un terme aux failles du commerce de l'or russe. Des tonnes d'or russe sous sanction seraient arrivées en Suisse par le biais de filiales juridiquement indépendantes. Une pratique légale en Suisse. Mais cela pourrait bien changer. Vous avez rejeté la motion par 119 voix contre 73 et une seule abstention. La faune locale laisse facilement deviner où je me trouve. Me voici à Berne. La législation suisse me paraît assez floue. Je me rends donc dans la capitale pour y chercher des réponses. Les grandes raffineries suisses affirment respecter volontairement les normes de l'OCDE qui imposent un devoir de diligence tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Mais d'après la législation suisse, seule l'origine de l'or doit être mentionnée, ce qui est bien moins contraignant. Oui, on a vraiment cette lacune dans la législation suisse, notamment en termes de devoir de diligence et au niveau de la transparence de l'origine de l'or. L'autorité en charge de les contrôler, le Bureau central du contrôle des métaux précieux, ne peut seulement contrôler la légalité de l'or jusqu'au premier fournisseur. Et aujourd'hui, je crois que si l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux demande eux-mêmes une réforme de la législation suisse, c'est que ça montre à quel point on a vraiment des lacunes avec cette loi en Suisse. Ça alors, on aura tout vu. Les ONG, les responsables politiques et même les entreprises réclament des règles plus strictes pour le commerce de l'or. Et qu'en est-il du Parlement ? Le Conseil national a refusé à la grande surprise, puisque c'était assez surprenant de voir que le camp bourgeois refusait une proposition qui était elle-même soutenue par la branche. Et ensuite, on verra dans les prochains mois, ça va passer au Conseil des États, et on espère vraiment que ça va être accepté, parce que si même la branche est d'accord, on ne comprend pas comment le Parlement pourrait s'y opposer. L'espoir fait vivre, comme on dit. Mais cette histoire a attisé ma curiosité, et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette branche qui se dit prête à s'imposer des règles plus strictes. Me voici justement invité à une table ronde destinée aux médias, organisée par l'Association suisse des métaux précieux. Nous représentons l'Association suisse des métaux précieux. On nous confond souvent avec des négociants en matières premières, alors que nous n'avons rien à voir avec eux. Au sein de notre industrie, nous travaillons dur. Je suis ravi que le président de l'association aille droit au but. Les métaux précieux d'origine douteuse n'ont pas leur place en Suisse. Nous faisons face à d'immenses défis tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes notamment confrontés à des problèmes de corruption, d'atteinte aux droits humains, de travail des enfants et de dommages causés à l'environnement. Je tenais justement à parler à cet homme. J'ai passé presque toute ma carrière dans le secteur des métaux précieux. J'ai d'abord travaillé pour Argor et Reus, une raffinerie de métaux précieux située dans le Tessin. Depuis 2022, je suis président de l'Association suisse des métaux précieux. Cela fait 40 ans que je suis l'évolution de cette industrie et je serai ravi de partager mon expérience avec vous. À première vue, le mot d'ordre de l'association semble être la transparence. À l'avenir, toute relation commerciale devra être déclarée. Non pas rendue publique comme le réclament les ONG, mais au moins transmise aux autorités compétentes. Les contrôles obligatoires de la chaîne d'approvisionnement devraient également être renforcés. Et la secrétaire générale de l'association met elle-même le doigt sur un point sensible. Vous vous demandez peut-être pourquoi une association comme la nôtre soutient des mesures qui risquent de nous compliquer la tâche. Pas besoin de demander, ils apportent eux-mêmes la réponse. On a toujours des choses à apprendre. Nous avons bien sûr constaté que la pression de l'opinion publique et du marché a suscité un certain besoin de transparence. Bon,
Eh bien, il ne me reste plus qu'à frapper à la porte de l'ancienne entreprise de Christophe Wild. Pour cela, il suffit de passer un coup de fil cordial, d'attendre une petite semaine, et verdict, Argor Heraeus est un pionnier mondial dans l'utilisation de technologies permettant d'assurer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, nous ne pensons pas que ces questions puissent être traitées correctement dans un reportage court impliquant un grand nombre d'intervenants. Nous préférons donc décliner votre demande de tournage dans nos locaux. Du côté de MKS PAMP, également membre de l'Association suisse des métaux précieux, les longs échanges préliminaires ont finalement abouti à une réponse lapidaire. Veuillez nous excuser pour notre réponse tardive. MKS PAMP ne participera pas à ce tournage. Après tout ce travail en amont, je me suis retenu de ne pas leur répondre sèchement. Il me reste encore le troisième et dernier membre important de l'association, Metallor à Marin, en Suisse romande. Et alléluia, on m'ouvre enfin les portes. Du moins, celle du laboratoire. C'est ici que je suis censé en apprendre plus sur le passeport géoforensique développé conjointement avec Barbara Beck et l'Université de Lausanne. Metallor dispose d'une immense base de données d'échantillons de roches et de leur composition métallurgique issue d'innombrables mines aux quatre coins du monde. La base scientifique de la traçabilité. Est-il possible de retracer la chaîne d'approvisionnement de l'or provenant de grandes mines officielles jusqu'à une raffinerie suisse? Retracer l'or ne pose aucun problème. Tous les transports sont effectués avec des véhicules sécurisés. Nous savons donc exactement d'où il provient. La vraie question est plutôt de savoir comment s'assurer que le fournisseur n'y mélange pas de l'or issu de mines illégales. C'est précisément là que le passeport géoforensique offre plus de sécurité que toute autre technique. Chaque lingot qui arrive à la raffinerie est analysé. Nous comparons ensuite sa signature avec celle du fournisseur. Si elles ne correspondent pas, nous savons qu'il peut y avoir un problème et nous poursuivons notre enquête. Décidément, on en apprend tous les jours. L'or extrait dans les grandes mines est déjà partiellement raffiné sur place. Ce qui est ensuite envoyé en Suisse pour être raffiné s'appelle dans le jargon spécialisé le doré, c'est-à-dire un alliage d'or, d'argent, de cuivre ou d'autres minerais présents sur Terre en quantité infime. C'est cette composition qui rend chaque mine unique. Le passeport géoforensique est souvent désigné comme l'ADN de l'or. En réalité, il est tout aussi fiable. Mais contrairement à l'ADN, il peut évoluer avec le temps. Une mine peut ouvrir un nouveau gisement, creuser plus profondément ou modifier ses pratiques. Et tout cela, nous pouvons le contrôler avec le passeport géoforensique. Y a-t-il des limites au passeport géoforensique? Le passeport géoforensique est une solution formidable lorsqu'il s'agit d'or provenant de mines, mais il ne peut pas être utilisé lorsque les métaux ont été mélangés. Et c'est là que le bât blesse. 85% de l'or qui arrive en Suisse a déjà été fondu une première fois. L'or ne disparaît pas. Il est sans cesse refondu et raffiné. Chaque morceau d'or recyclé peut ainsi renfermer de l'or provenant de l'Égypte ancienne du temps de Cléopâtre ou de l'or des nazis, par exemple. Affirmer que l'on sait exactement d'où vient l'or n'est possible que lorsque le métal précieux sort directement de la mine. On connaît donc l'origine de l'or fraîchement extrait, mais on ne peut absolument pas être certain de celle de l'or refondu. Et non, vous ne rêvez pas. Je suis bien chez Valcambi dans le Tessin, la plus grande raffinerie d'or au monde en termes de capacité. Et je vais enfin voir de mes propres yeux comment se déroule le processus de fusion. Ok. Officiellement, je suis là pour parler des mesures de traçabilité de l'or mises en place par Valcambi, mais j'étais loin d'imaginer pouvoir un jour mettre un pied dans cette raffinerie.
Valcambi est la plus grande des raffineries du pays. L'an dernier, l'entreprise a officiellement quitté l'Association suisse des métaux précieux. On peut se demander si cela est lié au fait qu'elle est aujourd'hui la seule raffinerie suisse à continuer d'importer de l'or des Émirats arabes unis, en particulier de Dubaï. Dubaï, j'en ai souvent entendu parler. L'or qui en provient divise autant les esprits qu'il pose problème aux raffineries. Dubaï a aussi des partenaires commerciaux sérieux et fiables. Mais tout le monde sait que c'est aussi une plaque tournante du commerce d'or illégal ou d'origine criminelle provenant d'Afrique. C'est un fait. Et sur ce point, nous partageons la position de l'Association suisse des métaux précieux. Si l'origine de l'or ne peut pas être clairement établie, alors il faut s'en tenir à l'écart. Pour être honnête, je suis assez surpris de me retrouver ici devant vous aujourd'hui. Quand j'ai commencé mon enquête, j'ai été frappé par les nombreuses critiques dont Valcambi faisait l'objet dans les médias. Vous êtes la seule des 4 grandes raffineries suisses à continuer d'importer de l'or de Dubaï. En effet. Pourquoi ? Si l'on regarde les chiffres, l'an dernier, Valcambi a importé environ 300 tonnes d'or de Dubaï. Or, Dubaï en produit 1300 tonnes. Dire qu'on ne lui achète pas d'or ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas transité. Les 1000 tonnes restantes se retrouvent de toute façon sur le marché. Nous préférons donc nous approvisionner auprès de 2 sources fiables à Dubaï que nous soumettons à des contrôles très stricts, plutôt que de dire que nous n'achetons pas d'or à Dubaï pour finalement en recevoir via d'autres pays. Voilà pourquoi nous continuons d'en importer. La position de l'Association suisse des métaux précieux est différente. C'est pourquoi nous avons décidé de la quitter. On ne peut pas boycotter tout un pays simplement parce qu'on est incapable de faire correctement son travail. Et bam! Valcambi affirme donc maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. Pour l'or provenant de grandes mines, l'entreprise utilise une technique comparable à un passeport géoforensique. Pour l'or issu de petites mines, ce type de technologie est encore en cours de développement. Pour l'heure, Valcambi mise principalement sur des contrôles. Combien de fois par an inspectez-vous une mine ? Valcambi a fixé la règle suivante. Chaque partenaire commercial à haut risque doit faire l'objet d'une visite au moins une fois par an. Et les choses se compliquent avec l'or recyclé. Celui-ci est soumis à un contrôle strict des organismes de certification, des négociants, des intermédiaires, des raffineries en amont, etc. Toutes ces informations sont enregistrées dans différents logiciels. Valcambi oblige également ses fournisseurs à appliquer les mêmes standards d'inspection. Le respect de ces exigences fait l'objet de contrôles réguliers. C'est un peu comme sur l'autoroute. On respecte la limitation de vitesse parce qu'on ne sait pas où se trouvent les radars. Les fournisseurs savent qu'il peut y avoir un contrôle à tout moment, mais ils ignorent quand il aura lieu. Dans ces conditions, ça ne vaut pas la peine de prendre des risques, car si un problème survient, et cela nous est déjà arrivé, Valcambi informe tous ses partenaires qu'il ne travaillera plus avec le fournisseur en question. À nos yeux, cela n'a donc aucun sens de contourner les règles. Là, c'est du lourd. J'ai près d'1 million entre les mains et 1000 questions en tête. D'une certaine manière, tous les arguments sont valables. Les grands discours, c'est bien joli, mais mieux vaut aller vérifier par soi-même sur le terrain. Voilà l'impact qu'ont les mines sur les rivières au Ghana. Elles ravagent nos cours d'eau partout dans le pays. Ça, c'est la Boutrée, une des rivières du Ghana. Dans de nombreuses communautés, elle sert à l'agriculture et aux usages domestiques. Avant l'an 2000, l'eau était claire ici. On y trouvait du poisson et beaucoup de gens en dépendaient. Aujourd'hui, voilà dans quel état elle se trouve. Trouble et sans vie.
Il a été prouvé qu'il suffit d'entrer une fois en contact avec cette eau, en se baignant ou se lavant, pour développer des éruptions cutanées. Je ne sais pas si je reverrai un jour cette rivière dans son état normal. Rien n'indique que l'activité minière va s'arrêter aujourd'hui ou demain. Cela m'étonnerait que je voie ça de mon vivant. Ça me brise le cœur. Le Ghana est le premier producteur d'or d'Afrique et la Suisse son principal débouché. Obrempong est journaliste et documente depuis des années les conséquences de cette exploitation pour son pays. Une analyse de l'eau coûte $190, l'équivalent d'un salaire mensuel au Ghana. Une dépense qu'il n'a jamais pu se permettre. Il faut attendre 2 semaines avant d'obtenir les résultats. De quoi me laisser le temps d'entreprendre un voyage épique au cœur de l'exploitation de l'or. Ici, tout tourne autour de ce métal précieux. Première étape, Tarkwa, une ville animée du district de Vassa Ouest. Je sais, ce mode de portage est monnaie courante ici. Mais c'est quand même impressionnant de voir tout ce qu'il est possible de transporter sur sa tête. Mais revenons à nos moutons. Dans cette région, des mines industrielles sont exploitées depuis des décennies. Et voici l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique. Ici, le site est géré par Gold Fields, un groupe sud-africain. Une partie de l'or extrait est envoyée vers l'une des 4 grandes raffineries suisses. C'est ce qu'on nous a confirmé. Malheureusement, il est difficile de rendre l'échelle réelle de cette mine à travers la caméra. Pour vous donner une idée, ces camions minuscules ne sont en réalité pas si petits que ça. Un tir de mine vient tout juste d'avoir lieu. Pour obtenir 1 à 3 grammes d'or, on fait sauter ici 1 tonne de roche. À première vue, ce site est certes gigantesque, mais tout semble parfaitement sous contrôle. Les normes de sécurité y sont extrêmement strictes. On nous assure que l'exploitation n'a aucun impact sur l'environnement. Toute l'eau resterait à l'intérieur de la mine et serait même plus propre que celle des environs. De vastes mesures de renaturation seraient mises en place et aucune livraison ne pourrait contenir de l'or d'origine douteuse. C'est en tout cas ce qu'attestent d'innombrables certifications. Aussi bien celles de l'IIGC que les normes ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 ou ISO 50001. Nous sommes aussi membres du Conseil mondial de l'or, du Conseil international des mines et métaux, ainsi que d'autres organisations internationales qui garantissent la transparence de nos pratiques, tant dans l'exploitation minière que dans la commercialisation de l'or. Vous êtes une multinationale. Je me demande toujours pourquoi ce n'est pas une entreprise locale qui exploite l'or ici au Ghana. Autrefois, il existait une société d'exploitation d'or public au Ghana. Mais avec le temps, nous avons constaté que les entreprises gérées par l'État ne fonctionnaient pas de manière assez efficace. Une participation du secteur privé est indispensable. Et nous veillons à ce que nos activités profitent aussi aux pays hôtes. Au cours des dernières décennies, l'entreprise sud-africaine a investi 100 millions dans les infrastructures, l'éducation et la santé de la région. Les communautés locales décident elles-mêmes de ce dont elles ont le plus besoin. Une semaine après notre visite, leur priorité était ce stade de football. La société Gold Fields dispose d'une équipe chargée des relations avec la population locale. Quels sont vos principaux défis? Quels impacts négatifs les grandes mines ont-elles sur les communautés locales? Notre principal défi est de pouvoir répondre à leurs innombrables demandes.
Mais en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas toujours en mesure de le faire. Le Ghana est un pays en développement et lorsqu'une multinationale s'y implante, la population s'attend à ce que l'entreprise l'aide à résoudre tous ces problèmes. Selon les dires de Goldfields, l'entreprise serait présente dans la région depuis si longtemps que les conflits avec la population appartiendraient désormais au passé. Direction maintenant la zone d'exploitation de la société Newmont. On raconte qu'elle a mauvaise réputation. Ce nom me dit quelque chose. Mais bien sûr, l'étude de l'ombre à la lumière, publiée par l'ONG suisse Suissed, révélait les liens commerciaux entre les grandes raffineries et leurs sources d'approvisionnement. Ce rapport, ainsi que nos investigations, laissent penser que l'une des grandes raffineries suisses s'est approvisionnée en or auprès de Newmont, et que 2 d'entre elles continuent de le faire aujourd'hui. Voyons ce que les habitants de la région ont à nous dire à ce sujet. Il suffit de regarder autour de soi pour voir tous les problèmes. Et il y en a beaucoup. Tous les cours d'eau de la région sont pollués à cause de l'activité minière. Certains habitants vivent près des exploitations. Quand on voit l'état de leur peau, ça donne la chair de poule. Et lorsque des plantations de cacao sont mises à mal à cause des mines, les compensations versées sont dérisoires. Quand une cacaoyère est détruite, l'indemnisation versée aux agriculteurs devrait couvrir au moins toute la durée de vie des plants. Mais ce n'est pas le cas. Dans cette région, un cacaoyer peut vivre 50, 70, voire 100 ans. Et pourtant, on ne leur verse que 120 cédis, environ 8 francs 50 pour toute la vie d'un cacaoyer. Est-ce qu'on peut appeler ça une compensation équitable ? Selon moi, l'indemnisation devrait permettre à un agriculteur qui perd sa parcelle d'en acheter une autre de taille équivalente et de poursuivre son activité. Il ne paie que pour les plants, pas pour la terre. Et cet argent, on en a besoin pour nourrir notre famille. La terre, elle, a disparu. On utilise l'argent pour acheter de la nourriture et pour tout le reste. Alors comment voulez-vous qu'on achète un autre terrain avec des sommes aussi dérisoires ? On est agriculteur et on n'a plus rien à cultiver. Alors quel espoir nous reste-t-il ? Aucun. Après 2 heures de route chaoteuse, je rencontre cet agriculteur et sa famille. J'ai 7 enfants, 6 fils et une fille. Et vous vivez tous ensemble ? Oui. Tous ensemble et dans cette seule et unique pièce. Pour être précis, les parents, les 5 enfants mineurs et quelques petits-enfants. À l'entrée du village, le groupe Newmont vient de lancer un nouveau projet d'exploitation minière. À l'école, l'endroit le plus calme pour mener une interview, j'apprends que les habitants s'étaient bien renseignés sur les agissements de l'entreprise dans les régions voisines. Ils font intervenir l'armée et la police. Si quelqu'un possède une habitation située dans l'enceinte de la future mine, le groupe la détruit, sans verser aucune compensation aux propriétaires. Ils ont détruit beaucoup de villages de cette manière. Et si vous refusez et que vous essayez de leur tenir tête, ils vous frappent. C'est pour ça qu'on a décidé d'agir pour protéger nos biens en créant l'association des agriculteurs inquiets. Newmont a ensuite mis en place une stratégie. Ils ont rendu visite à notre communauté pour enrôler certains de nos membres. Ils essayaient de nous diviser. Certains agriculteurs sont peu instruits. Quand l'entreprise s'est rendue dans les fermes, certains étaient incapables de lire les contrats au sujet du versement des indemnités. Ils leur mentaient ouvertement. Et ils ont fini par se monter les uns contre les autres. Les agriculteurs qui ont tenté de résister trouvaient suspect que les géomètres soient payés par Newmont et que tout le processus de délimitation de leurs terres manque de transparence. Ils ont tenu bon aussi longtemps que possible. Mais les étangs à poissons, les puits, les poules et les plantations n'ont finalement pas pu être sauvés.
Le gouvernement soutenait-il l'entreprise? Oui, le gouvernement est intervenu et a pris possession des terres. Aviez-vous un moyen de vous défendre? Non. Quand le gouvernement confisque les terres, on ne peut rien faire. L'agriculteur affirme que la seule compensation qu'il a reçue jusqu'à présent correspond à 6 versements d'une quinzaine d'euros, juste assez pour louer un logement pour lui et sa famille. Ceux qui ne faisaient pas partie de l'association ont reçu leur compensation. Mais aujourd'hui, tout le monde pleure. Certains ont commencé à se construire une maison, mais n'ont pas pu la terminer, faute d'argent. L'avenir de toute la communauté est compromis. Changement de décor. L'or produit ici un tout autre effet. La ville de Vasa est en plein essor. Depuis des années, des dizaines de milliers de jeunes hommes affluent ici. Une véritable ruée vers l'or. Tout en haut de l'image, c'est moi. Mon accompagnateur, Dynasty, est passé de simple creuseur à celui de gestionnaire de cette petite mine. Pour que l'investissement soit rentable, la pelle mécanique doit fonctionner jour et nuit. La terre extraite est tamisée par 2 équipes qui se relaient toutes les 9 heures. Ici, on ne trouve pas de pépites, mais de minuscules pierres contenant des particules d'or qui restent accrochées dans les tapis d'orpaillage. Combien d'or une machine extrait-elle en 9 heures? Je dirais 3 ou 4 grammes. Soit 200 $ pour 6 travailleurs par jour. Est-ce que la police vient parfois tout arrêter? Oui, la police ou l'armée. Et ils confisquent tout votre équipement? Non, ils ne peuvent pas emporter les machines. Parfois, ils les détruisent. Et parfois, ils ne font rien. Ils nous expliquent juste comment travailler de manière responsable, sans porter atteinte aux cours d'eau, et aussi comment remettre les sols en état. Il n'y a pas beaucoup d'autres emplois dans la région. Non, pas grand-chose à part les mines. Il n'y a pas d'usine, juste les mines. Ou de l'agriculture. Exactement. Mais la plupart des gens préfèrent travailler à la mine. Une fois la terre tamisée plusieurs fois, on utilise du mercure. Eh oui, je parle bien de ce métal lourd qui peut entraîner de graves problèmes de santé, voire des malformations chez les nouveau-nés. Mais il fixe particulièrement bien les particules d'or. Après l'amalgamation, le mercure est séparé de l'or. Les vapeurs toxiques se dissipent et voilà le résultat. Après avoir été témoin de ces conditions de travail révoltantes, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Le principal problème de l'exploitation de l'or, c'est son impact sur l'environnement. Les cours d'eau sont pollués et on voit partout des fosses abandonnées qui deviennent de véritables foyers de moustiques et des pièges mortels pour les enfants et les agriculteurs. Il y a aussi un sérieux problème de pollution de l'air. Dans les zones où l'on brûle le mercure, des vapeurs toxiques se dégagent et mettent en danger la santé des habitants. J'ai déjà discuté avec plusieurs raffineries en Suisse. L'une des 4 grandes raffineries du pays a décidé de ne plus acheter d'or provenant de petites mines. Qu'est-ce que cette décision signifie pour la société ghanéenne? Je leur conseillerais vivement d'investir davantage dans les petites mines parce que beaucoup de personnes en dépendent. 4 millions de Ghanéens sur une population de 30 millions vivent de l'exploitation de l'or. Doit-on les abandonner?
Certainement pas. Moi, j'y crois vraiment. Les petites mines sont aussi capables de travailler de manière responsable. J'appelle donc les raffineries suisses à s'engager à nos côtés. Nous sommes conscients que la Suisse impose des standards élevés, notamment dans le domaine de l'horlogerie. Mais si les grands groupes suisses s'impliquent, nous serons prêts à apprendre et à améliorer nos pratiques. S'ils nous ignorent, rien ne changera. Les idées ne manquent pas, et certaines sont étonnamment simples. Cette machine de l'entreprise Commodity Monitor permet d'effectuer la dernière étape du traitement de l'or sans mercure ni produits chimiques. Regardez, cette machine comporte un tapis d'orpaillage censé retenir l'or. Le système compte plusieurs niveaux. Le premier retient 90% de l'or et les deux suivants récupèrent le reste. Comme vous pouvez le voir, l'or est visible à l'œil nu. Ce sont les petites particules jaunes retenues dans le tapis d'orpaillage. Une machine comme celle-ci coûterait entre 2 et 3 000 $. Elle serait vite rentabilisée, mais pour les petits mineurs, il s'agit d'un investissement conséquent. Combien de machines comme celle-ci pouvez-vous fabriquer par an? On pourrait en fabriquer des millions. Et combien sont déjà en service? Une trentaine est utilisée dans des mines au Ghana et quelques-unes en Guinée et en Zambie. Équiper les petites mines du monde entier de technologies plus respectueuses de l'environnement représenterait un investissement colossal. Les problèmes rencontrés au Ghana se retrouvent dans la plupart des zones d'exploitation aurifère d'Afrique et d'Amérique du Sud. Il faut aussi rendre justice à la Suisse. Grâce à l'initiative Swiss Better Gold, un partenariat entre pouvoirs publics et entreprises aide de petites mines d'Amérique du Sud à adopter des techniques d'extraction plus respectueuses de l'environnement. Il faut savoir partager les bonnes pratiques. Dans la réponse à votre lettre, j'ai lu que le gouvernement suisse mentionnait l'initiative Swiss Better Gold, qui aide les petits mineurs à adopter des techniques d'extraction sans mercure. C'est important et c'est sans doute un premier pas. Je ne cherche pas à le discréditer, bien au contraire. C'est une démarche positive. Mais le défi maintenant, c'est de passer à la vitesse supérieure. Pour l'instant, ce programme ne concerne que quelques sites dans certains pays. Or, nous avons besoin d'une action beaucoup plus vaste. Après ce petit détour par la Suisse, je retourne au Ghana pour poursuivre mon enquête. J'ai vu que vous achetiez et revendiez de l'or. Oui. Est-ce que je peux entrer pour qu'on discute? Ok. Obrempong m'avait expliqué que la vente se faisait ici de manière très informelle. Imaginons que j'aille à la rivière. C'est mon jour de chance et je trouve 2 grammes d'or. Du coup, je viens ici, je le pose sur le comptoir, il me donne l'argent et je repars. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et on ne signe aucun document. Personne ne veut savoir d'où provient l'or. Non, il n'y a aucune trace écrite, n'est-ce pas? Non. Dans ces conditions, il est très difficile de retracer l'origine de l'or. Tout est mélangé. Quelqu'un arrive avec de l'or et il le vend. Un autre en apporte aussi et le vend à son tour. C'est un commerce comme un autre. À la fin de la semaine, le tout est remis à un acheteur qui mélange tout l'or provenant de différentes sources. Il est donc pratiquement impossible d'en retracer l'origine exacte. C'est vraiment impossible? Impossible. Pas étonnant que tant d'or quitte le pays, voire le continent, sans être déclaré. On a publié une étude sur les flux d'or africains dont l'idée était de quantifier combien d'or est produit de manière légale et illégale et combien d'or est exporté de manière légale ou en contrebande. Et on est arrivé au résultat qu'en 2022, il y a plus de 430 tonnes d'or, ce qui représente une valeur de plus de 30 milliards de dollars qui ont été exportés en contrebande du continent africain. Bienvenue à la PMMC, Société de commercialisation de minerais précieux à Accra, au Ghana. C'est ici que l'on enregistre tout l'or qui quitte légalement le pays. Et nous avons rendez-vous avec le directeur. Une ONG suisse a mené une vaste étude selon laquelle 20 ou 30 tonnes d'or non déclarées quitteraient illégalement le Ghana chaque année. Pensez-vous que cette estimation soit réaliste?
Non, je ne pense pas que ce chiffre soit correct. Il y a en effet du trafic, mais je dirais que cela concerne plutôt 5 à 10 tonnes, maximum. Dans la zone d'exploitation aurifère, je suis entré au hasard dans quelques boutiques où l'on achète et vend de l'or. Toutes m'ont affirmé qu'il n'existait aucune trace écrite. Je me demande si tout cela est bien légal. C'est en effet une pratique illégale. D'abord parce que la PMMC délivre des licences et que celles-ci sont indispensables pour pouvoir commercer de l'or. Et ces licences sont assorties de conditions. Il faut tenir des registres, indiquer à qui l'on achète l'or, à quel prix, en quelle quantité, ainsi que les coordonnées de l'acheteur. Et il faut également rédiger des rapports mensuels. C'est plutôt rassurant, et j'espère vraiment que c'est le cas. Mais lorsque je me suis rendu dans les régions où l'on exploite de l'or, je n'ai pas eu l'impression que les exploitants en étaient informés. Les informations que vous venez de me fournir montrent que nous devons absolument mieux faire passer l'information aux acteurs sur le terrain. Bref, pas de quoi s'alarmer. Je lui fais un compliment sur son élégant costume et dès le lendemain matin, une surprise m'attend à l'hôtel. Tour de taille 94 cm. Un costume sur mesure offert par la maison. Simple geste d'hospitalité ou une démonstration de pouvoir? Mais on ne m'achète pas aussi facilement. Je suis lanceur d'alerte, militant anticorruption et défenseur de l'environnement. La plupart de nos dirigeants sont corrompus. Ils contribuent à l'exportation illégale d'or et à l'importation clandestine de mercure. Je suis en contact étroit avec l'un des plus grands trafiquants d'or du Ghana, peut-être même de toute l'Afrique de l'Ouest. Il m'a raconté en détail comment l'or quitte le pays à destination de Dubaï. Il dispose d'un réseau très bien organisé dans les aéroports du Ghana, avec la complicité de certains responsables politiques et autres figures influentes. Par exemple, si un négociant veut exporter 4 tonnes d'or, il n'en déclare que 2. Les 2 autres quittent clandestinement le pays. Les clients préviennent ensuite leurs contacts aux douanes à Dubaï, qui s'occupent de toutes les formalités avant même l'arrivée de l'or. Au fond, le mécanisme est très simple. Le métal précieux quitte le pays et on va maintenant savoir ce qui est abandonné sur place. 0,1 mg de mercure par litre, soit le seuil maximal fixé par l'OMS. Une concentration lourde de conséquences. Car le plancton absorbe le mercure, qui est ensuite ingéré par les petits poissons qui servent de nourriture aux plus gros. Mais ce n'est pas tout. La turbidité de l'eau dépasse de 100 fois les valeurs limites et la concentration de fer est 30 fois plus élevée que ce qui est autorisé en Suisse. Dans ces conditions, aucun poisson n'a de chance de survivre. L'avenir de ce pays est compromis si le gouvernement n'agit pas rapidement. Dans moins de 40 ans, plus rien ne pourra pousser ici. Tous les sols du pays auront été ravagés. Les mineurs savent que le mercure est un dangereux poison. Le Ghana court à sa perte. Mais ils s'en fichent, car ils n'ont pas d'autre choix pour assurer leur survie. Je quitte le Ghana via le même aéroport que celui par lequel transite l'or. Mon dernier entretien continue de hanter mon esprit. Après tout ce que j'ai vu et entendu, je me demande ce qu'une réforme adoptée en Suisse, à des milliers de kilomètres d'ici, pourrait réellement changer face à l'ampleur du problème.
Si on a vraiment une loi qui oblige les raffineurs à connaître vraiment d'où vient leur or, se pose vraiment la question, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir des relations d'affaires directes avec la mine directement où l'or a été extrait, ou alors avec le pays où l'or est entré sur le marché, et d'arrêter de travailler avec des pays intermédiaires dont l'or ne fait que transiter par ces pays. Et nous, on a toujours fait ce travail de plaidoyer pour qu'il y ait des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus directes. Il faut vraiment le prendre à la base, il faut s'engager avec ces mineurs artisanaux et vraiment s'approvisionner directement auprès de ces personnes-là, parce que c'est le meilleur moyen d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer leurs revenus, et qu'ils puissent travailler dans des conditions acceptables. Si des lois aussi strictes entraient en vigueur, les raffineries ne risqueraient-elles pas de se délocaliser vers des pays où ce type de règles n'existe pas ? Peut-être, mais pour la Suisse, ce ne serait pas une grande perte, car elle ne tire pas beaucoup de bénéfices de ces raffineries. Ce sont des structures plutôt modestes qui ne génèrent pas énormément de taxes. Au fond, leur présence est à double tranchant. Elles apportent aussi leur lot de problèmes. Pour la Suisse, ce ne serait donc pas un gros problème. Mais pour les pays producteurs d'or, cela n'améliorerait pas la situation, n'est-ce pas ? C'est vrai, d'autant que les raffineries suisses comptent parmi celles qui respectent le mieux les règles. Alors tant qu'elles resteront ici, il y a plus de chances que la situation s'améliore.